Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs business, quelles sont leurs activités, quel est leur parcours. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Jean Reinhardt. Jean Reinhardt est avocat associé du cabinet Reinhardt Marville-Thor. Il a commencé il y a 33 ans dans une cour rue de la Pompe. Il était tout seul. Il avait embauché une assistante, il avait 120 mètres carrés, mais il était tout seul. Aujourd'hui, 33 ans après, il est à la tête de l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de France. C'est quelqu'un d'incroyable, que ce soit par sa personnalité, par les affaires qu'il traite, par sa vision des choses, la façon dont il parle. Vous l'aurez compris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Jean Reinhardt. Si ce podcast vous plaît, je le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager, à l'envoyer à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, à qui vous voulez. Je veux que ces épisodes-là soient entendus par le maximum de gens. Parce que les avocats, dans la société, c'est important. Belle écoute. Eh bien écoute, bonjour Jean Reinhardt, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat, le cabinet Reinhardt Marville-Thor, situé 58 avenue de Kléber à Paris. Bonjour Jean. Sois le bienvenu, Valentin. Avec grand plaisir. Alors, la première question est toujours la même Jean. Qui étais-tu avant de devenir avocat ? Alors, avant d'être avocat, j'étais lycéen. Et alors, ça me permet de raconter que je ne suis pas certain que si je n'avais pas rencontré un homme, lorsque j'avais 14-15 ans, je sois devenu avocat. Tout adolescent se cherche à 14-15 ans. On essaye de savoir ce qu'on va faire dans sa vie, pompier, médecin, professeur et autres, ou maçon. Bon. Et à cette époque-là, je faisais énormément de choses et j'étais un lycéen, pas un très bon lycéen d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et je m'amusais à faire beaucoup de choses, des voyages. Et j'avais un ami, Jean-François, dont le père était avocat. Mais alors, il n'était pas simplement avocat, c'était un homme littéraire, c'était un homme extrêmement drôle, c'était un homme philosophe, c'était un homme amoureux de la musique. Et je me disais, on est tous un peu en défiance par rapport à son propre père. Mon père était banquier. Je me suis dit, finalement, moi, je veux bien être plus tard philosophe, drôle, amusant, littéraire. Ah, si c'est pour obtenir toutes ces qualités, il faut être avocat, je vais devenir avocat. Alors, à 18 ans, je passe mon bac avec le succès estimable d'un assez bien, mais c'était bien à l'époque, même très bien à l'époque, assez bien. Et je pars sur mon petit vélo. Je fonce rue d'Assas et j'étais le 4e inscrit à Assas. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît par ailleurs, dorénavant, mais il y avait le vélo qui fonçait dans Paris et j'étais le 4e à retirer mon dossier. Joie, j'étais inscrit à Assas. Je ne savais rien du droit et je trouve que c'est un des défauts absolument majeurs de notre éducation nationale, c'est de se dire que jamais, à aucun moment, on apprend le droit dans les petites classes, en seconde, en première, en terminale. Je suis absolument, et si j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'imposerais à ce qu'on ouvre et qu'on demande aux avocats de se projeter et aux magistrats d'aller enseigner dans les classes le droit. Bon, en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, je m'inscris à Assas. Je suis très content, très heureux. Je découvre ce monde tout à fait merveilleux et je tombe amoureux du droit. Alors, ça sera un amour fugitif.
rapide, efficace, mais ça durera finalement pas mal de temps parce que d'abord je réussis mes examens, assez bien, mais à l'époque c'était déjà très très bien, et je découvre des amis et je trouve que c'est le dernier moment où on se fait des vrais amis, et des amis que je continue d'avoir, et je les ai à la fac, et je trouve que c'est merveilleux, je passe des vacances merveilleuses, et au bout de 2 ans, je me dis, j'ai passé mon DUG, je me suis dit, bon, ben, c'est déjà pas mal, c'est formidable, et je vais à ce moment-là faire quelque chose de tout à fait téméraire. Je vais retourner voir Jacques Revus, qui était l'homme qui était le père de cet ami Jean-François, et j'ai été le voir en lui disant, bon, ben voilà, maintenant, je vais devenir avocat dans pas longtemps, dans 2 ans. En fait, ça va durer plus longtemps, mais peu importe, et ça, on ne le savait pas, et en tout cas, moi, je ne le savais pas. Et à ce moment-là, paf, je lui dis, tiens, ça serait pas mal que je travaille auprès de vous. Et il me dit banco. Et donc, j'ai commencé à travailler comme avocat, quoi, entre guillemets comme avocat. En tout cas, j'ai été le paralegal de service dans son cabinet d'avocat. Et on travaillait de façon il avait comme client tant la SACEM, qu'on connaît, mais aussi Dumez. Donc, pour vous dire que ça faisait le grand écart, hein, c'est-à-dire entre Dumez, la construction, et SACEM, le droit d'auteur. Mais j'ai appris énormément de choses, et je travaillais à temps plein pendant que je suivais en même temps mes études, plus ou moins bien, mais j'avais des bons amis qui faisaient tout le nécessaire pour que je passe à peu près les examens. Et j'ai passé comme ça ma licence et ma maîtrise en étant auprès de Jacques Revus. Alors, je suis auprès de Jacques Revus, je découvre un monde merveilleux, et je me dis, j'ai le bon métier en main. Je suis au mois de septembre, et là, je passe les examens pour rentrer à l'EFB, et j'attends bien évidemment que le tapis rouge me soit déroulé. J'avoue qu'en même temps, j'avais demandé à faire un DEA de droit privé. Je trouvais ça très chic, très bien. Mes résultats n'étaient pas du tout à la hauteur, mais comme je travaillais en même temps, on a dû être pris de pitié à ce moment-là, et donc j'ai fait le DEA de Guestin-Vinet. Avant de commencer le DEA de Guestin-Vinet, je vais passer mes examens de l'EFB. Une note de synthèse tout à fait sympathique qu'il fallait faire, et puis l'examen de fond, et je me ratame. Alors je suis le seul, tous mes copains, tous mes potes, tous mes copines, amis réussissent triomphalement, et je suis le mauvais petit canard. Et je dis, mais là ça déconne total, je suis l'avocat né. Je veux depuis maintenant 10 ans, pas 10 ans, mais 8-10 ans être avocat, et je me retrouve devant une difficulté sans nom, c'est-à-dire que la faculté me ferme les portes, et là je suis traumatisé pendant 24 heures. J'essaye de me ressaisir en me disant, c'est pas grave, il y a 3 possibilités, 3 chances, j'ai utilisé une cartouche, je recommencerai l'année prochaine. Et ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que je change d'équipage, je quitte Jacques Revus en disant, bon ben Jacques, je m'en vais, je vais aller dans un autre cabinet, et je vais chez Simon Moquet-Borde. Mais il faut s'apercevoir qu'à ce moment-là, le vendredi matin, j'ai appelé Bernard Siméon. À 16h, je voyais Dominique Borde, et le lundi matin, j'ai commencé chez Simon Moquet-Borde. Bon. Donc tout était facile dans la vie, sauf ce passage d'échec que j'ai eu. Alors, je passe une année extraordinaire. Alors là, on travaillait beaucoup pour Timex. Je me souviens que j'étais sur un arbitrage Timex. Je faisais aussi tout un problème avec la COB. Tout ça remontait à un certain temps. Bon, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que la COB, elle n'existe plus depuis un moment. Oui, elle s'est transformée. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Et au bout d'1 an, je repasse mes examens, que je vais travailler quand même pendant l'été. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. De nouveau un échec. Là, j'avoue que je me suis dit que j'allais faire des recours, etc., parce que ça faisait quand même 3 ans que je pratiquais le métier d'avocat. Je trouvais qu'il était très bien pour moi. Et là, j'ai commencé à regarder les voies parallèles, parce que je croyais que quand on était conseil juridique pendant un temps, on pouvait devenir avocat d'une façon ou d'une autre, etc. Bon. Je me dis, peu importe. Faisons les choses peut-être un tout petit peu différemment, parce que je trouve que continuons, persévérons. Je suis dans une attitude où je me crois qu'il faut toujours persévérer. Donc je vais aller persévérer,
Et donc, je vais voir Dominique Borde en disant, ben voilà, je vais continuer encore un an. Et Dominique Borde était visiblement très content, Bernard Siméon et André Moquet aussi, de mon travail, et me dit, mais tu continues sans problème. Alors je me dis quand même que ça serait quand même sympathique de mettre une autre corde à mon arc, et la petite histoire veut que mon grand-père maternel était un Américain, new-yorkais, et il avait travaillé avant la guerre de 40, je précise, chez Couder Brothers, et qu'il avait été resident partner de Couder à Paris. Et je prends mon petit baluchon, au mois de janvier, je file un week-end à New York, je vais voir Couder Brothers, et je leur dis, voilà, je suis le petit-fils de monsieur Emmett, et donc de Watson Emmett, et j'aimerais éventuellement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à ce que je vienne faire un stage de 6 mois chez vous. Et je me disais comme ça que bon. Bien évidemment, top là, formidable, cri de joie des Américains, comme tu peux l'imaginer. Et je repars avec, dans mon petit baluchon, une lettre d'embauche de Couder Brothers, que j'ai encore. Et je repars et je vais voir Dominique Borde. Je prends rendez-vous avec Dominique Borde. Et entre-temps, ma mère, qui était américaine, j'avais une mère américaine, revient elle-même aussi des États-Unis, et nous découvrons malheureusement qu'elle tombe malade, jeune, d'ailleurs, j'étais jeune à l'époque aussi, et elle tombe malade, et nous découvrons que c'est un cancer qui va l'emporter 18 mois plus tard. Et donc, je vais voir Dominique Borde, qui apprend par la bande que, d'une part, j'ai une embauche chez Couder, et deuxièmement, que ma mère est malheureusement gravement malade. Je le reçois et je lui dis, écoute Dominique, je viens présenter ma démission parce que je m'en vais chez Couder. Et il me regarde, il me dit, mais je n'ai pas reçu ta lettre de démission. Je lui dis, mais elle est sur ton bureau, elle est là. Il la prend, il la déchire, et il m'a dit, ta place est à Paris, ta place est ici, et ta place est auprès de ta mère, et non pas aller faire le cacou à New York. J'en prends mon parti, et donc je me retrouve finalement à poursuivre chez Simon Moquet Borde, en même temps que je fais mon DEA, tout ça, c'est dans le foutoir actuel. Bon. Et je me dis que tout ça est absolument parfait. L'histoire devient moins drôle. Alors c'est la séquence émotion que nous allons entamer, qui va durer moins d'une petite minute, mais c'est une petite séquence émotion. Il se passe que j'étais toujours très ami avec Jean-François Revuz, qui était le fils de Jacques. Et nous, dans la nuit du 2 au 3 juillet 88, nous devions aller à une fête ensemble avec un autre ami, une fête à Chantilly. C'était donc il y a plus de 35 ans. Et il se passe une chose pas tout à fait drôle, c'est que d'abord ma mère subit une chimiothérapie qui se passe mal. J'appelle Jean-François, je lui dis, écoute, je n'y vais pas tout de suite parce que je reste auprès de ma mère, parce qu'il y avait des plaquettes, des trucs, tout ce qu'on peut imaginer. Et je me retrouve à ne pas aller à cette fête. Cette nuit fut funeste, étant donné que Jean-François et Bruno Léger vont avoir un grave accident de voiture, vont décéder dans la nuit de vendredi à samedi d'ailleurs, et donc vont décéder, ce qui est un traumatisme tout à fait fort. Nous disions à ce moment-là que nous étions rentrés dans l'âge adulte avec une violence rare. Et Jean-François était un ami du cœur, Bruno aussi, et j'avais fait les 4000 coups, pas les 400, mais les 4000 coups avec Jean-François, et ce fut pour moi quelque chose de totalement émouvant et de tout à fait fort. Alors, pourquoi l'histoire ne reste pas la moins drôle? Parce que je commence à me dire quand même qu'il faut que je passe mes examens. Alors je me dis que j'allais devoir passer une 3e fois l'EFB, l'école de formation du barreau, et je devais travailler mes examens avec Jean-François. Jean-François avait fait HEC brillamment, des études de droit brillant, et il voulait lui aussi suivre les traces de son père. Et nous avions d'ailleurs déjeuné au mois de juin avec Jacques et Jean-François pour se dire, tiens, plus tard, on monterait un cabinet ensemble. Bon.
Et donc, je me retrouve ce fameux jour du mois de septembre à faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire passer la 3e fois l'examen. Alors, sauf que là, les choses sont tout à fait spéciales, c'est-à-dire que d'une part, Jean-François, Reynard Trevuse, nous aurions dû être à côté pour passer les examens, et bien évidemment, Françoise et Jacques Revuse avaient oublié de désinscrire Jean-François de l'examen. Deuxième chose, ma mère est sur une table d'opération le même jour, et je vous assure que ça ne s'invente pas. D'une part, le thème de la note de synthèse, c'est l'acharnement thérapeutique. Et le deuxième élément, c'est que j'avais Jean-François qui aurait dû être à côté, quoi, à une portée de main. Et donc, je me souviens très bien qu'il y a un examinateur qui passe dans les rangs, qui me dit encore un qui ne s'est pas réveillé. Alors je lui dis, oui, non, ça, allez, il ne va pas se réveiller, puis ça va mettre un certain temps à ce qu'il ne se réveille pas. Je rends une copie qui doit être archi nulle. Je tiens à préciser qu'elle doit être la plus nulle qu'on ait jamais écrite sur une note de synthèse. Mais en traversant le Luxembourg, le parc du Luxembourg, pour me rendre à Curie pour être à la sortie de l'opération, je me dis qu'il fallait que j'écrive une lettre au président du jury. Je lui raconte mon histoire, Jean-François, ma mère, qu'on n'a pas le droit de poser des questions, etc., de faire des sujets sensibles. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que d'un hasard absolument fabuleux, de dingue, j'ai eu 10 à cet examen, à cet écrit-là. Je suis absolument certain que ce n'était pas mérité, mais ils ont dû être pris de pitié en disant celui-là, ça fait 3 fois qu'il passe, on verra bien ce que ça donne. Je me suis vengé à l'oral parce que j'ai eu 19,75 à l'oral, et donc ça veut démontrer que j'étais peut-être nul à l'écrit, mais à l'oral, je savais me défendre. Et donc, à ce moment-là, j'ai continué chez Simon Muckebord. Et donc, je fais mon année en ne foutant toujours pas les pieds à l'EFB, ou si peu, donc ce qui démontre que la formation était soit très utile, soit tout à fait médiocre. En tout cas, je n'y ai pas assisté et elle ne me fut pas très utile, en fait, dans le temps. Et je me retrouve avec le temps qui passe, à avoir passé 2 ans chez Jacques Revuse, puis presque 3 ans et demi chez Siméon Muckebord. Sauf qu'un beau matin, Siméon s'engueule avec Muckebord. Alors c'est toujours je suis ce que j'appelle un enfant du divorce. C'est-à-dire que Siméon s'engueulant avec Muckebord, c'est comme papa et maman qui divorcent. On ne sait pas à un certain âge, si on va chez papa et maman, et ben on prend son indépendance. Et donc, à 26 ans, je me dis que tout ça, c'est formidable, c'est merveilleux, que j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai suivi des études extrêmement puissantes et lourdes. Et c'est dans ce sujet-là, et à ce sujet-là, que je me suis dit, tiens, je vais poser ma plaque. Et donc, c'est parce que Simon s'est engueulé avec Muckebord après avoir prêté serment et exercé pendant toujours 1 an, que je vais poser ma plaque rue de la Pompe. Et alors, pour la petite histoire, c'est que j'avais trouvé des locaux. En fait, il faut raconter quand même, l'histoire est assez amusante parce que ma grand-mère décède. Moi, ma mère était décédée, ma grand-mère décède aussi. Et ma grand-mère américaine avait un petit trust. Et comme son mari avait été avocat, mais il était mort en 40, alors tout ça, ça remonte. Mais il y avait un petit trust qui me permettait de me dire que je pouvais m'installer et pendant 6 mois payer mon loyer et me payer une petite rémunération et une secrétaire. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est un don du ciel, je vais m'installer. Comme je travaillais quand même depuis très longtemps, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans jusqu'à maintenant, j'avais fait 50 boulots, j'avais 26 ans, je me dis au pire, je ne fais pas grand-chose, je vais aller sur terrasse de café. Donc je loue un local qui était au 170 rue de la Pompe, et qui était un local dans la cour. Et alors, je disais toujours que je n'étais pas un avocat à la cour, mais un avocat au fond de la cour. Voilà, ça s'amusait. Et puis alors, la mayonnaise a pris de façon tout à fait extraordinaire, et c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet il y a plus de 33 ans dorénavant. Mais c'est un concours de circonstances, et je crois avoir répondu à la question. Ouais, complètement. Jean, tu commences avocat au fond de la cour, comme tu le décris, et aujourd'hui, avec tes associés, tu as l'un des plus beaux cabinets de la place de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pendant 33 ans ? Alors, il s'est passé qu'on a eu de la chance. Alors, moi, je dis toujours à tout le monde, n'oubliez jamais, quand vous démarrez une activité, de mettre dans votre poche un peu de talent,
un peu de connaissance et puis dans l'autre poche de la chance. Il faut toujours avoir de la chance. Alors, le cabinet, moi, j'étais parti pour vraiment me mettre à une terrasse de café, lire Le Monde, et j'avais pris des grands locaux, d'ailleurs, je crois que ça faisait 140 mètres carrés, quoi. Tout ça était totalement disproportionné, tout ça était fou. On avait un petit Macintosh qui fonctionnait bien, puis j'avais pris une assistante parce que je trouvais que ça faisait très bien. Alors, bien évidemment, il faut juste dire qu'au tout début, les plus importants, c'est les premiers clients. Parce que c'est ceux qui vont nous aider et nous permettre de mettre du gasoline dans la fusée et faire décoller la fusée. Alors, le premier client, je dois à un ami qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a un type qui va t'appeler, qui s'appelle Christian Brechtot. Il veut juste regarder son contrat de travail. Alors, 10 minutes après, coup de téléphone, je me souviens encore du numéro, c'était 47 55 12 15, et le type m'appelle et il me dit « Bonjour, voilà, alors, ça passe par le standard, donc par l'assistante, voilà, je voudrais vous faire regarder un contrat de travail. » Alors, je lui dis « Très très bien, parce que je suis spécialiste du droit du travail, je n'étais spécialiste de rien du tout, mais je trouvais qu'il fallait impressionner. Et comme j'avais toujours pas d'âge, parce qu'on me donnait autant 30 que 35 ans, alors que je n'en avais que 26, le type vient me voir et il me dit, en fait, au bout de 5 minutes, je comprends que son contrat de travail allait très bien. Il me dit, mais simplement, il va être suspendu parce que je vais devenir président d'une société qui s'appelle, vous ne la connaissez pas encore, mais c'est Sega France. Et alors, c'était le problème des jeux électroniques. Et alors, je lui dis, mais c'est parfait, mais moi, je vais vous accompagner. Et donc, je dois beaucoup à cet homme-là, parce qu'au tout début, alors qu'il aurait dû fuir ce fond de la cour, il nous a confié tout. Mais tout. J'ai tout fait pour Sega. Je ne savais absolument pas jouer. Ton premier client, c'est Sega. C'est Sega. Mon premier client fut Sega. Le deuxième fut un cabinet de haut placement qui s'appelait EOS à l'époque. Cette femme, je lui dois beaucoup aussi. J'ai fait une sortie de dirigeant. J'avais à peu près les capacités pour le faire. En tout cas, je faisais semblant d'eux. Et suffisamment pour que je rencontre la directrice du cabinet de haut placement, qui à l'époque faisait des licenciements collectifs et de replacer les salariés, mais aussi, et de façon tout à fait importante et certaine, je mettais de côté que cette personne, je faisais le cas Lenec, m'envoyait toute une série de dirigeants, donc je faisais la sortie. Mais un dirigeant qui sort, il se replace. Et donc, petit à petit, la clientèle se faisait. Alors, au bout de 3 mois, je me suis dit, oh là, j'ai déjà beaucoup travaillé. J'ai embauché des personnes plus compétentes que moi. J'ai toujours cherché des personnes plus compétentes. Alors, c'est pas très compliqué. Hein, ça dans la série, ça, on prend 90% des avocats, c'est le cas. Et puis, j'ai pris... et j'ai fait le choix, je me dis, en tout cas, un truc où je serais totalement, définitivement nul, c'est en conseil. Donc... j'avais un copain de fac, Laurent Marville, et je lui dis, Laurent, viens faire tout ce qui est le corporate du cabinet. Et donc, Laurent m'a rejoint et on s'est associés au bout de 3 ans, de façon tout à fait raisonnable. Et puis après, on a fait venir Philippe Top, puis on a fait venir les uns, les autres, au fur et à mesure. Et on a constitué, alors on a déménagé, on est parti de la rue de la Pompe, on est allé avenue Victor Hugo. Là, on a cassé des murs avenue Victor Hugo. Après, il a fallu déménager, on est allé avenue Hoche, on a cassé des murs avenue Hoche. Après, on s'est dit, oh là là, il faut tourner autour de l'Étoile parce que c'est le seul endroit qu'on connaît à peu près. Et on est parti avenue Kléber et on a pris 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages, 5 étages. Voilà. Alors, au fur et à mesure, je me suis dit que le cabinet d'avocat doit être finalement, c'est pas très compliqué, je le dis à tout le monde, un cabinet d'avocat, c'est une piste de décollage, c'est un aéroport. Un cabinet d'avocat, c'est un aéroport, c'est-à-dire qu'il faut faire atterrir des avions et décoller des avions. Nous, on est la tour de contrôle, puis on est le service d'entretien, et donc on aide les personnes à atterrir ou à décoller, à résoudre leurs problèmes, etc. Et donc, le sujet est très simple, c'est que je me suis dit, mais n'importe quel crétin aurait raisonné de cette façon-là, en disant, plus la piste est longue, plus on peut faire atterrir de gros avions. Donc, il faut allonger la piste. Donc, il faut agrandir le cabinet. Et il faut en faire en sorte que le cabinet réponde à toutes les questions qui sont posées par les sociétés françaises ou internationales ou les entrepreneurs français ou internationaux et qu'ils puissent arriver au sein du cabinet et être parfaitement confortables et à l'aise.
Donc, il faut construire un cabinet. Ça se construit sur la confiance. Qu'est-ce qu'un avocat ? C'est un homme ou une femme pour qui on a confiance et qui donne confiance. Mais on en reparlera plus tard si tu veux, parce que je crois pas avoir répondu tout à fait. Alors, en 33 ans, on a développé le cabinet. On a pris plein de dossiers, plein de clients. Les clients nous envoient des clients. Je vais dire que je crois que je n'ai jamais écrit un article de ma vie, parce que comme tu as compris, c'est pas le droit. Voilà. Et en tout état de cause, si j'écris un article dans ma vie qui était sur l'autocontrôle, donc c'est un article qui a été paru il y a 31 ans, et je crois plutôt que c'est les clients qui t'envoient des clients, et que je crois que c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut remplir tranquillement sa mission, et les clients, ils arrivent tout à fait tranquillement sur leurs deux jambes. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'avocats qui se spécialisent sur des secteurs d'activité déterminés, par compétences juridiques, etc. Tu fais partie des quelques avocats encore sur la place, qui peuvent être sur une affaire criminelle, qui peuvent être sur du contentieux commercial, éventuellement sur du restructuring, sur d'autres affaires. Tu peux être partout et nulle part à la fois. Alors, pas trop. Et très important, un avocat se doit d'être identifiable pour être identifié et identifié pour être identifiable. Donc ça, c'est la règle d'or. Bon. À cette règle d'or, il y a toujours quelques exceptions. Mais globalement, au sein du cabinet, je dis toujours que j'aime à présenter mes associés en disant celui-ci, c'est le spécialiste du droit immobilier, celui-ci, c'est le spécialiste du droit fiscal, etc. etc. Bon. Alors, bien évidemment, créant le cabinet, moi, en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que je suis un homme du contentieux. Et je crois fondamentalement qu'il y a une différence entre ceux qui font du contentieux et d'autres qui font du conseil. Et je ne crois pas que ceux qui font du conseil puissent faire du contentieux et que ceux qui font du contentieux puissent faire du conseil. Et qu'à l'intérieur de ces spécialités du conseil et du contentieux, ces deux grands départements, après, chacun peut faire soit une spécialité du droit maritime, du droit douanier, du droit, etc. etc. Bon, en ce qui me concerne, la petite histoire veut que je fais beaucoup de pénal des affaires parce que je trouve que on accompagne les hommes et les femmes avec une intimité, une force, et je crois qu'on défend ce qui est très fort pour eux, c'est-à-dire un espace de liberté ou leur vérité. Juste tout petit retour en arrière. Il y a encore quelques années, n'importe quel dirigeant commettant n'importe quelle fraude, délit, pouvait se dire, on pouvait lui taper sur l'épaule en disant, mon cher ami, de toute façon on s'en fout, on aura 6 mois avec sursis et on s'en tape le coquillard parce que ça n'aura aucune importance, parce que rien ne se passera. Dorénavant, tout a changé. C'est pas même avant le PNF. Dorénavant, des hommes partent en prison. Encore récemment, là, nous l'avons vu dans l'actualité, les détentions provisoires ne sont plus réservées simplement à des crimes de sang ou à des délinquants de violence. Notamment sur Orpea, par exemple. Par exemple, sur Orpea, nous avons deux dirigeants qui sont en détention provisoire. Mais on peut multiplier les exemples. On a vu tout récemment, l'actualité le démontre, que des hommes politiques sont condamnés à de la prison ferme. Et on n'est plus du tout dans des situations. Donc, dorénavant, en plus de ça, il y a des délits qui sont quand même stupides, comme la prise illégale d'intérêt, qui est un délit automatique, qui ne donne pas la possibilité à ce qu'on examine ce qu'on appelle les délits automatiques. Tout ça démontre que dorénavant, le rôle de l'avocat pénaliste en droit des affaires ou pas devient encore plus prégnant et important. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je pense que dorénavant, il faut que l'avocat soit identifié parce que identifiable et identifiable parce que identifié. Et c'est là où, après, on vend tous la même chose. C'est-à-dire qu'on doit connaître notre métier, notre profession, nos règles de droit. Et après, nous sommes des transmetteurs. C'est-à-dire que on traduit d'abord ce qui est dans un dossier pour le client et on traduit ce que dit le client pour le juge. Voilà. Et ça, nous sommes des traducteurs et des transmetteurs. Et c'est là où je suis très attaché en disant, mais ce travail, il ne peut être fait qu'en équipe. Alors là, je crois vraiment en la force de l'équipe. Je ne crois pas en l'avocat solitaire. Je ne crois pas en l'avocat solitaire. Je ne crois pas en l'avocat solitaire. Je crois que l'intelligence, ça surgit de confrontation.
confrontation entre les avocats quand on travaille ensemble. J'aime pas le terme de collaborateur pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais reprenons-le quelques instants pour la simplicité du propos de ce jour. Mais j'ai une chance absolument inouïe, c'est d'avoir été toujours entouré d'avocats, donc de collaborateurs, absolument extraordinaires, et d'associés tout à fait extraordinaires. Je ne renie pas un seul de mes associés, pas un seul. Et je trouve que chaque associé qu'on a eu la chance de choisir, qui sont encore au cabinet ou les rares qui nous ont quittés, nous continuons d'avoir des rapports affectueux les uns auprès des autres, respectueux les uns auprès des autres, parce que je crois fondamentalement que lorsque nous sommes ensemble auprès d'un client, on travaille non pas à tirer la couverture à soi, mais à l'apporter et à couvrir de notre couverture le client pour qu'il se sente bien, qu'il se sente confortable et qu'il se sente défendu. Tu as eu des échecs dans ces 33 ans, que ce soit sur des dossiers, que ce soit sur des organisations de cabinet, des gens qui sont partis que tu aurais voulu conserver. Oui. Alors, bien évidemment, on a des échecs. Alors d'ailleurs, on le dit toujours, mais je pense que juste n'oublions jamais qu'on ne lit jamais les décisions qui nous sont positives, on lit toujours les décisions négatives. Bon, alors il faut lire même les décisions positives, c'est parfois instructif. Mais j'ai eu des échecs, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes que j'ai voulu porter vers l'association que je n'ai pas réussi à porter jusqu'au bout à l'association au sein du cabinet. Ça, c'est un échec absolument gigantesque. Et donc, je n'ai pas su porter la bonne parole au bon moment, et parce que je suis respectueux de l'ensemble de mes associés, même si je pense que c'est une erreur grave que ces derniers ont commis. Bon. Fin de l'histoire, je sais que de toute façon, je veille toujours à ce que les personnes soient bien, et je sais que toutes ces personnes qui n'ont pas réussi à l'association sont extrêmement heureuses, et que nous continuons de vivre en intelligence, et donc tout va bien, Madame la Marquise. Et puis il y a eu des échecs, c'est-à-dire que je n'ai pas su regarder avec suffisamment d'attention certains dossiers, et avec des échecs assez patents sur lesquels j'ai essayé de me dépatouiller alors que je m'étais mis les deux pieds et les deux mains dans une situation dans laquelle je n'aurais pas dû aller. Voilà. Mais effectivement, on apprend beaucoup plus de ces échecs. Des échecs, on se prend des tôles auprès de certains tribunaux. Ça veut dire qu'on n'a pas su transmettre la bonne information de façon correcte. On n'a pas su l'écrire de façon correcte. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas toujours simple. Alors, comme on vieillit un peu, on a peut-être plus de discernement. N'oublions jamais que à partir du moment, il faut de la chance et du pif. Mais le pif va avec la chance et la chance va avec le pif. Je dis toujours que lorsqu'on rentre dans le bureau d'un juge d'instruction, on a 4 secondes entre le moment où on ouvre la porte et au moment où on va devant le juge d'instruction pour comprendre qui est le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment on va devoir l'aborder, comment on va devoir travailler avec lui et comment on va devoir lui parler. Et là, c'est le moment le plus compliqué, de même que lorsqu'on arrive devant une juridiction, devant un juge du tribunal de commerce, devant un juge quel qu'il soit, ce moment où ce que j'appelle toujours l'intelligence de l'audience. L'intelligence de l'audience, je le dis, si un autre conseil, c'est que chaque avocat devrait cultiver l'intelligence de l'audience. Je suis consterné du fait qu'il y a un certain nombre d'avocats, quand je suis confronté à des magistrats, qui n'ont pas ce que j'appelle l'intelligence de l'audience. C'est l'intelligence du moment, c'est-à-dire savoir se taire, savoir accélérer, savoir bouger, savoir dire des choses, savoir raconter une histoire, savoir détendre l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'audience. Et je trouve que ça devrait être cultivé. Alors ça s'apprend pas dans les livres, mais ça s'apprend avec l'expérience et auprès de personnes qui l'enseignent petit à petit. Donc, aller devant les tribunaux, travaillons, mais c'est comme ça qu'il faut faire et faire bouger les choses. Est-ce que dans ta carrière, tu te souviens de moments qui ont été très forts, où tu as été très heureux ou même très fier de toi par rapport à ce que tu as pu faire ? Alors, j'ai eu une chance absolument inouïe, c'est que... je le dis, j'ai eu la chance d'aborder des grands dossiers marquants.
Alors c'est pas la peine tous de les citer, mais l'expérience Société Générale de Kerviel, l'UIMM, même Renault, quand même L'Oréal. J'ai eu la chance inouïe d'avoir des grandes signatures qui nous ont fait confiance, et d'avoir quelque chose d'absolument extraordinaire et de me dire, tiens, j'ai fait un good job. Et c'est vrai que lorsqu'on signe une bonne transaction, lorsqu'on obtient une bonne décision, on se dit, putain, good job, tu peux passer à autre chose. Et notre chance absolument inouïe, c'est qu'on passe d'un dossier à un autre et à un troisième, etc. etc. Bon. Je me suis dit l'année dernière, en 2022, lorsque j'ai compris que les accusés du procès dit des attentats du 13 novembre, ne faisaient pas appel, j'ai eu une double réflexion. La première, c'est qu'on avait bien travaillé, parce que s'ils ne faisaient pas appel, c'est peut-être pour des considérations XY qui leur appartient et on n'a pas apprécié. Et je me suis dit, heureusement qu'ils ne font pas appel, parce que je ne suis pas sûr si je devais revivre ce procès dit des attentats du 13 novembre, si j'y retournerais. Ça a été un moment lourd, compliqué, émotionnellement fort, mais je le dis, il n'y a pas eu d'appel, très bien. On ferme le dossier, on met un petit ruban autour de tout ça, et bien évidemment on passe à autre chose, mais je ne suis pas sûr d'avoir survécu à un appel. Voilà. Donc je me suis dit que c'était une bonne nouvelle, c'était la meilleure nouvelle de l'année dernière, 2022, parce que je me suis dit, je ne vais pas y retourner. Alors c'est très égoïste de ma part. Est-ce que la justice a été rendue ? Certainement bien, s'il n'y a pas eu d'appel, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait appel parce qu'il y avait d'autres considérations par ailleurs, et je ne veux pas rentrer, le procès derrière nous. Mais je me suis dit, est-ce que je suis fier du travail ? Oui, je crois qu'on a correctement ici au cabinet accompagné les parties civiles très nombreuses que nous avions accompagnées, et que cet investissement personnel que nous avons réalisé en équipe ici nous ont permis d'obtenir entre autres, le bon résultat qui est celui de dire vous êtes passé du statut de partie civile à celle de victime reconnue par l'institution judiciaire française. Très clair. On change de sujet. On m'a souvent donné des anecdotes sur toi. Une je vais en parler d'une seule, mais qui me fait toujours beaucoup sourire. C'est qu'on m'a dit des fois, Jean, il est en réunion, il y a des clients qu'il connaît pas, des prospects qu'il connaît pas qui sont face à lui, et je reçois un message de lui et il me dit, dis un truc. Ouais. Et il me dit, la première fois que je reçois un truc comme ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Et il me dit, au-delà d'avoir le sens de l'audience, il a aussi le sens de la réunion. Une intelligence émotionnelle qui fait qu'il sent l'instant et il sait à quel moment il faut parler. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça ? Oui. La réunion, on revient par rapport à ce qui s'est dit, mais une première réunion avec un client qu'on ne connaît pas, c'est je cherche l'ouverture. Je scanne. Je veux dire que je regarde je fais la morphopsychologie, je regarde la personne qui est en face de moi, je la regarde, je me dis qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut entendre, comment il faut la bousculer ou pas la bousculer, etc. Donc je cherche toutes les zones d'ouverture et sans qu'elle le sache, entre le moment où je lui propose un café ou un verre d'eau ou quelque chose, je scanne et j'essaye d'appréhender et de dire, voilà, je vais essayer de comprendre ton attente, mon gars ou ma fille, et je vais être à tes côtés, on va faire équipage, voilà. Et donc je dois créer ce lien d'intimité qui est un peu dans mes gènes, hein. Je veux créer ce lien d'intimité avec toi parce qu'on va aller loin et je vais t'accompagner parce que tu es face à un souci et tu as besoin de quelqu'un qui va te guider. Un peu comme, je ne suis pas le seul à le faire, un guide de montagne fait cela. Un guide de montagne, quand il fait la marche d'approche avant d'attaquer le rocher, il sait très bien que comme la façon dont son client va marcher et les questions qu'il va poser, il va comprendre que le type il va monter, ou il va devoir le tirer, ou il va être facilité, ou il va l'envoyer, etc., etc. Et donc, je dis que dans une réunion, c'est un moment très critique. La première heure, c'est on drague le client, on drague la personne, on lui dit, voilà. Et puis, on essaye de comprendre ses centres d'intérêt,
on essaye de comprendre comment il va aborder la difficulté, quel est son rapport à son dossier, est-ce qu'il veut être détaché, impliqué, restreint. Je ne fais jamais de rendez-vous seul. C'est-à-dire que je suis avec les autres avocats de l'équipe, et donc avec un ou deux, et je fais que tout le monde y participe. Je veux qu'on soit en groupe. Encore une fois, je ne suis pas un seul, je suis une réunion d'intelligence, c'est-à-dire que je réunis autour de moi des intelligences pour essayer de trouver la bonne intelligence. Voilà. Et donc, c'est un moment assez magique, la première réunion. C'est marrant, d'ailleurs, on s'amuse. Voilà. Il ne faut pas oublier, un cabinet d'avocats, où moi, en tout cas, je vis, chaque journée, on mettrait sur cette grande table de réunion, que tout le monde peut voir, parce qu'on est à la radio, donc tout le monde peut voir. Exactement, il y a une table de 25 personnes à peu près. C'est ça, voilà. Et donc, c'est comme si on me mettait 10 échiquiers, et je tourne autour de la table, et je pousse je m'amuse intellectuellement. Toute question, etc. Et puis, j'ai un toc. C'est que je veux que tout ce qui sort du cabinet, même le moindre mail soit écrit en parfait français. Alors là, je suis un dingo de ça. Je suis un dingo de la langue française que j'aime vraiment profondément et que je veux pousser mes mots et je veux qu'un texte, quel qu'il soit sans faute et construit de façon intelligente. Et je dis toujours à celui qui arrive le premier jour en disant, qui rejoint l'équipe, je dis, je n'attends rien de toi, mais pendant 6 mois, tu vas tout apprendre. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait avant, je m'en fous. Et là, tu vas tout apprendre. Et entre autres, quand tu envoies un mail, il est construit de façon raisonnable. Très clair. Jean, j'étais déjà pris pas mal de temps aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les collaborateurs actuels, pour les associés de ta génération, pour qui tu veux? C'est la minute Jean Renard. Non, d'abord 1 minute, c'est très court ou très long. D'abord, je dis qu'il faut vraiment, je le dis parce que je suis devenu un peu parfois le vieux con. Alors ça m'effraie totalement parce que je vois que dans des réunions d'avocats, on me dit toi qui es le senior. Alors je me tourne autour de moi en disant ça ne s'adresse pas à moi parce que on a tous 30 ans de moins que ce qu'on a comme âge. Vraiment. Deuxièmement, je dis qu'on a une chance absolument inouïe, c'est qu'on fait un métier le plus passionnant de la vie. Mais le plus passionnant, on ne peut pas faire plus passionnant que ce qu'on fait. Il n'y a pas métier au monde qui est plus passionnant que celui d'être avocat. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, on est toujours en recherche. C'est-à-dire que intellectuellement, c'est un jeu intellectuel formidable. Le deuxièmement, c'est que ne jamais n'oublier qu'on ne peut pas être seul. Moi, j'ai cette chance d'avoir autour de moi des associés, des avocats, même des assistantes. Mon assistante, ça fait 30 ans que je travaille avec elle. 30 ans, je veux dire, on n'a même pas besoin de se parler, qu'on se comprend. Bon. Et donc, cette fidélité est extraordinaire. Donc, c'est ce groupe de travail qui est d'exception, qui va partir au combat. Et interdiction d'une perte au combat. Donc, on y va pour gagner et on gagne. Bon. Et vraiment, l'autre chose, c'est que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bon, j'ai cette chance d'avoir une femme merveilleuse, j'ai cette chance d'avoir 6 enfants merveilleux, et j'ai cette chance d'avoir d'autres passions dans la vie. Et cette passion, elle est dévorante. La littérature, pour moi, est la clé d'entrée pour ce métier. Et je ne crois pas qu'on puisse être bon avocat si on ne lit pas des romans. Parce que la littérature nous enseigne l'âme humaine. Or, n'oublions jamais qu'on défend des hommes, des femmes, et qu'on défend au travers eux un devoir de justice. Et c'est ça qui doit nous concentrer, nous aider les uns les autres. Jean, je te remercie pour ce temps. C'est trop long, beaucoup trop long. Et puis alors, j'ai empêché. Il vient. Il est venu avec, je le précise, il est venu avec 50 questions. Il n'en a posé que 3. J'ai jamais de questions à poser. Je m'adapte toujours à mon interlocuteur. Merci Jean pour ce temps. Bonne journée et puis bel été pour ceux qui en prendront, à moins que ça soit diffusé. Alors on dira bonne rentrée à ce moment-là. Merci Jean, ciao, bonne journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats.
Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!